Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au Lenovo Z5. Alors le Lenovo Z5 c'était un smartphone qui était plein d'ambition, qui avait été initialement annoncé sans encoche, sans bordure. C'était censé être un smartphone vraiment révolutionnaire sur le segment du milieu de gamme. Néanmoins lors de l'annonce, tout le monde a été vraiment déçu de voir que finalement c'était un énième smartphone équipé d'une encoche, donc il ressemble à énormément de produits, il a un design très proche de l'iPhone X. Néanmoins, au niveau du tarif, c'est un smartphone qui reste très intéressant. Alors bien sûr, il n'y a pas de distribution officielle en France, néanmoins aujourd'hui il est possible de se le procurer relativement simplement via divers sites d'import. Et c'est un produit qui est commercialisé entre 160 et 240 € pour une configuration relativement costaud vu que son stockage passe de 64 à 128 Go en fonction du tarif que vous choisirez. Et c'est un produit qui a plusieurs qualités, notamment vraiment un très bon écran IPS LCD très lumineux en définition Full HD+, des performances relativement correctes et un design plutôt léché. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y réponds généralement très rapidement, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On se retrouve tout de suite pour bien sûr le déballage, la présentation en termes de design et de composants du smartphone et également un petit tour d'horizon de sa surcouche qui est relativement originale. Donc le coffret, je ne vais pas m'éterniser dessus, il n'y a strictement aucune information intéressante dessus, on voit simplement la marque Lenovo sur le dessus. Voilà, ce sera tout pour ce qui est du coffret, pas de caractéristiques techniques ou de publicité mise en avant. Comme souvent à l'ouverture de la boîte, on tombe directement sur le smartphone. Donc là, bien sûr, je m'en suis déjà servi, sinon il est protégé initialement par un petit film de protection sur lequel il y a diverses caractéristiques techniques qui sont mis en avant. Je vais bien sûr revenir sur son design tout de suite après avoir fait le tour des accessoires fournis dans la boîte d'origine. Alors bien sûr, on a droit à un extracteur du tiroir SIM. Il faut savoir que vous avez la possibilité de mettre deux cartes nano SIM qui fonctionnent directement en 4G sur les deux slots. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et vous avez également la possibilité de passer en carte une nano SIM plus une carte micro SD pour étendre la mémoire. La version testée est une version 64 Go d'espace de stockage et la version un petit peu plus chère, aux alentours de 200-240 €, est une version 128 Go d'espace de stockage. Vous avez bien sûr un petit livret lié à la garantie, même s'il ne faut pas espérer pouvoir faire un retour garanti sur ce genre de plateforme. Ce sera bien plus coûteux en termes de transactions, de transit vers le pays d'origine, etc., que de le faire réparer soi-même ou que d'en commander un nouveau. Et bien sûr un petit guide de démarrage rapide. Bon point, comme souvent sur les smartphones et les constructeurs chinois, on a droit à une coque de protection. Alors celle-ci est transparente, mais elle a un teint légèrement brunâtre, alors c'est pas du plus bel effet. Néanmoins, ça permet de protéger son smartphone parce qu'il y a vraiment peu de chances de trouver une coque adaptable dans un commerce en France. Autre accessoire fourni, une vitre de protection à poser sur l'écran. Donc là, je n'ai pas pris le temps de la poser. Néanmoins, c'est un point plutôt intéressant sur un smartphone vendu à moins de 150-160 €. Bien sûr, on retrouve un bloc chargeur qui est compatible avec la Fast Charge. Néanmoins, il n'est pas livré avec un adaptateur français. Après, bien sûr, vous pouvez utiliser tout autre type de bloc chargeur dès lors qu'il a un ampérage assez élevé. Le chargeur d'origine permet de charger la batterie de 0 à 100%, donc 3330 mAh en environ 1h30, 1h40, ce qui est relativement intéressant. Et enfin, vous avez droit à un câble USB, bonne surprise pour ce tarif, vous avez droit à une prise et une connexion en USB type C. C'est vraiment un bon point et ça décrédibilise encore certains constructeurs un petit peu plus costauds type Huawei Honor, qui mettent encore aujourd'hui des connexions en micro USB en justifiant une économie de prix afin de vendre un smartphone pas trop cher. Donc voilà le Lenovo Z5, un smartphone qui devait être révolutionnaire. Pourquoi? Parce que ça devait être un des premiers smartphones à avoir un écran sans aucune bordure ni encoche. Néanmoins, ça a été la grosse déception lors de l'annonce officielle. Tout le monde s'est rendu compte que finalement Lenovo avait pris les travers de tous les constructeurs, à savoir faire une encoche relativement disgracieuse. Donc le dos est plutôt joli, c'est une plaque en verre avec des effets de relief travaillés sur le verre qui sont relativement sympas. Honnêtement, le rendu de l'appareil et du produit est plutôt qualitatif. Vous avez bien sûr un lecteur d'empreintes qui se place au milieu, qui est relativement fonctionnel, très réactif. L'enregistrement de l'empreinte est plutôt simple. Sur le haut de l'appareil, on retrouve un double capteur photo. Alors il y a un capteur photo de 16 mégapixels avec une ouverture f1.8 qui lui va prendre les photos classiques de tous les jours, avec un rendu plutôt intéressant. Honnêtement, les images sont très détaillées, le piqué est plutôt présent sur toute la surface de la photographie, et les couleurs sont plutôt bien gérées. Et au-dessus, bien sûr, vous avez un second capteur de 8 mégapixels avec une ouverture f2.4 qui lui n'entre en ligne de compte que lorsqu'il faut utiliser le mode portrait et générer un flou d'arrière-plan, un bokeh numérique afin de détacher le sujet du fond de la photo. Et bien sûr, sur le bas de l'appareil photo, on retrouve un flash LED plutôt performant. Sur le bas de l'appareil, on retrouve une petite sérigraphie Lenovo, et ce sera tout pour le dos, qui est plutôt sobre, mais qui est relativement bien fini et relativement classe. Sur la tranche, on retrouve un bouton de contrôle volume plus et moins,
et le bouton Power qui est avec un revêtement relativement accrocheur, un petit peu en relief, qui permet de le reconnaître, et c'est une préhension qui est plutôt agréable. Sur le dessous, on retrouve une grille pour le haut-parleur, un micro extérieur ainsi que la connexion en USB Type C, et bon point sur ce smartphone, ils ont eu la bonne idée de maintenir la prise mini jack 3.5, la qualité audio en plus est plutôt convenable. Sur la tranche opposée, comme d'habitude, il n'y a pas de bouton ou d'interaction possible, il y a simplement le tiroir dans lequel vous pouvez mettre deux cartes nano SIM qui fonctionneront en 4G ou alors une carte nano SIM plus une carte micro SD pour étendre la mémoire qui de base est de 64 ou de 128 Go en fonction du modèle choisi. Et enfin sur le dessus, pas de particularité, on voit bien sûr le marquage pour les antennes ainsi qu'un micro extérieur. Sur la face avant, on retrouve un très bel écran, honnêtement la qualité est vraiment au rendez-vous, c'est une très bonne dalle IPS LCD en définition Full HD+, vraiment lumineuse, c'est vraiment un des écrans les plus lumineux que j'ai pu utiliser ces derniers mois. Définition 2245 par 1080, donc définition Full HD+, ça nous donne une densité aux alentours de 400 pixels par pouce, ce qui est largement suffisant pour toutes les utilisations que vous en aurez. Sur le bas de l'écran, on voit un léger menton, on va le voir juste après lors du démarrage du smartphone. Et bien sûr, sur le haut de l'écran, vous avez une petite encoche, malheureusement, contrairement à ce qui avait été annoncé initialement par Lenovo, dans lequel on retrouve un capteur photo de 8 mégapixels qui, là encore, est plutôt qualitatif. Je vais rapidement vous parler de ses performances parce qu'il est relativement peu connu en France. Donc c'est un processeur Snapdragon 636 couplé à un GPU Adreno 509. Honnêtement, en termes de performance, de vélocité dans l'affichage des vidéos, des jeux, des photos, c'est plutôt performant. Il est couplé à 6 Go de RAM avec 64 Go d'espace de stockage ou 128 si vous partez sur une version un petit peu plus chère, aux alentours de 200-220 €. C'est un écran 6,2 pouces, définition Full HD+, très lumineux, là la luminosité n'est même pas à fond, et il est bien plus lumineux que tous les écrans que j'ai pu tester depuis au moins 3 ou 4 mois. C'est vraiment un vrai plaisir à utiliser, la dalle est vraiment une belle luminosité, des couleurs chatoyantes, les contrastes sont plutôt intéressants, c'est vraiment une bonne surprise. En termes de photographie, je vous en ai parlé, 16 mégapixels à l'arrière avec une ouverture à f1.8, couplé à un autre capteur de 8 mégapixels avec une ouverture à f2.4. Un rendu honnêtement plutôt satisfaisant pour le prix, il faut savoir que je l'ai importé à moins de 140-145 € avec les frais de port, ce qui est vraiment intéressant et quasiment imbattable sur le segment. Et un capteur frontal de 8 mégapixels qui, là encore, permet d'avoir des résultats très satisfaisants. En termes d'autonomie, c'est vraiment le gros point fort de ce smartphone, il tient 2 grosses bonnes journées. C'est assez impressionnant, j'ai été surpris, d'autant plus qu'il utilise un écran IPS LCD, donc bien plus gourmand qu'une dalle AMOLED, et l'optimisation logicielle me paraissait pas optimum, pourtant il tient vraiment 2 jours en utilisation, c'est vraiment une bonne surprise, pourtant je passe un long moment dans les transports en commun à regarder des vidéos et à écouter de la musique, donc c'est un gros point fort, c'est vraiment un smartphone endurant, une batterie de 3330 mAh, qui charge de 0 à 100% en environ 1h30, 1h40 avec le chargeur fourni. En termes de connectivité, là encore, c'est une très bonne surprise. Vous avez une connexion en USB Type C, vous avez bien sûr le maintien de la prise mini jack 3.5, le Wi-Fi en 5 GHz et le Bluetooth en 5.0. Donc honnêtement, pour le prix, il ne fait de concession sur pas grand chose, si ce n'est un processeur 636 un petit peu vieillissant, néanmoins couplé à 6 Go de RAM. C'est plutôt costaud et pour une utilisation classique du smartphone, c'est-à-dire réseaux sociaux, un petit peu de jeu de temps en temps, visualisation de vidéos et de photos, c'est largement suffisant. Il n'y a que très peu de ralentissements qui sont selon moi pas liés à la partie hardware mais plutôt à la partie software. Donc avant de passer un petit peu sur sa surcouche, je vais vous parler également de ses points forts. Donc je vous l'ai dit, l'autonomie, écran, sortie audio vraiment intéressante, le stockage pour ce prix et également un prix d'achat très intéressant, 140-150 € sur cette version. Les petits bémols que je mettrai sur ce smartphone, ce sera quelques problèmes en termes de traduction. Là j'ai pu choper la langue française en partant sur du côté canadien, québécois, donc il y a des traductions qui ne sont pas forcément très bien faites ou très pertinentes, néanmoins ça permet de se débrouiller, d'avoir 90% du smartphone traduit en français. La navigation est assez spécifique parce qu'il n'y a pas de navigation comme sur Android, c'est-à-dire que si vous tirez du haut vers le bas, vous n'avez pas accès aux notifications comme d'habitude. Sur le panel du bas, on n'a pas accès aux paramètres, c'est un petit peu déroutant, je vais vous le montrer tout de suite après. Néanmoins, ça laisse une personnalité propre au smartphone et ça c'est un point plutôt intéressant. Et en dernier point faible, un petit peu, c'est ralentissements. De temps en temps, il y a quelques ralentissements qui sont un peu gênants. C'est relativement rare, ça se fait vite oublier, ça intervient quand le multitâche est vraiment surchargé, quand vous essayez de passer d'une grosse application à une autre. Alors, est-ce que c'est lié aux performances internes du smartphone, à sa surcouche, ou alors à la compatibilité entre les applications et cette surcouche? Je ne sais pas, néanmoins, ça reste très rare et ça ne me dérange pas plus que ça. Et pour finir, le petit point qui n'est pas lié à ce smartphone, mais qui est un point faible selon moi, c'est la difficulté de se fournir en ce genre de smartphone.
Comme dit, à 140 € si vous placez ce genre de téléphone à la Fnac ou au Darty, avec toutes ces caractéristiques que je viens de vous lister, c'est vraiment un smartphone qui serait très intéressant et très pertinent sur ce secteur. Alors rapidement, la surcouche, donc ça, on tourne bien sûr sur du Android 8.1.0, donc là encore on n'est pas largué en termes de mise à jour de correctifs de sécurité et de mise à jour de l'OS. Néanmoins, la navigation est vraiment déroutante. Alors en fait, quand vous naviguez sur ce smartphone, déjà il n'y a pas de touche sur le bas de l'écran, tout fonctionne via la gestuelle, et ça vous savez que c'est quelque chose que j'aime vraiment, c'est plutôt intéressant et très bien utilisé. Néanmoins, quand vous souhaitez tirer le panneau de notification comme d'habitude sur Android, il n'y a pas la même interface. Là on arrive finalement sur les notifications SMS, appels, sur les deux cartes SIM, donc c'est un petit peu déroutant. Et pour le contrôle de la luminosité, du Wi-Fi, du Bluetooth, etc., il faut partir sur le bas à droite de l'écran et lever comme ceci, faire un geste vers le haut afin d'atteindre ce petit écran. Encore une fois, quand vous êtes sur cette petite interface, vous avez la possibilité bien sûr de naviguer dans plusieurs réglages. Néanmoins, vous n'avez pas la possibilité d'arriver directement dans les paramétrages, que ce soit sur le haut ou sur le bas. Il n'y a pas le petit onglet avec la roue dentée afin de rentrer dans les paramètres. Il faut systématiquement partir sur l'onglet paramètres. C'est un petit peu déroutant au début parce que moi j'avais pris l'habitude de passer par ce raccourci pour régler rapidement certains paramètres de mes smartphones. Donc on peut se rendre compte directement qu'il y a pas mal de traductions en français. Après c'est des traductions assez marrantes, type pour la batterie il y a marqué pile, il y a des choses qui ne sont pas traduites, quick panel, etc. ou alors phone unlock. Néanmoins ça reste largement compréhensible pour quelqu'un qui est relativement addict. D'autant plus que le non-initié ne va pas commander un Lenovo Z5 en Chine. Si vous commandez ce type de smartphone, vous êtes bien sûr au courant que les traductions peuvent être un petit peu à revoir. Pour arriver sur le multitâche, bien sûr, on part sur le coin gauche de l'écran qu'on lève comme ceci et on arrive directement sur le multitâche. Et ensuite, pour faire retour, il suffit de balayer l'écran du bas vers le haut au niveau du centre. Donc c'est plutôt intuitif, ça marche plutôt bien. Comme vous le voyez, l'écran est vraiment très lumineux. C'est vraiment une très bonne surprise. Il est très brillant, c'est vraiment très classe. C'est un rendu qui est très qualitatif pour, je le rappelle, un prix inférieur à 150 €. Pardonnez-moi du peu, mais avec un très bon écran comme ceci, une sortie en USB Type C, 6 Go de RAM, c'est pour moi un smartphone qui en a vraiment sous le pied et qui mérite d'être pris en compte dans vos réflexions pour changer de smartphone milieu et entrée de gamme. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions sur ce smartphone, je peux vous y répondre bien sûr très rapidement. Comme d'habitude, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, il y aura encore plein de tests, que ce soit de smartphones ou d'autres appareils technologiques. On se retrouve très prochainement, à très bientôt.